Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans une situation météo, comment dire? Complètement hors norme, oui, Absolument. Ça déferle sur la France en ce moment même. Et au cœur de notre analyse, il y a un nom qui circule partout, la tempête Goretti. c'est ça. Pour en parler, on a mis sur la table les bulletins de Météo France, des analyses de modèles, des images satellites, bref, tout ce qu'il faut. L'idée, c'est de décortiquer ce qui se passe. Et on est en plein dedans. Ce qui est fascinant, c'est vraiment le contexte. Oui, ce n'est pas une tempête qui arrive de nulle part. Pas du tout. Les sources parlent d'un véritable choc thermique. On sort à peine d'un froid, mais glacial. Le fameux décrochage d'air polaire. Exactement. Une masse d'air glacial qui nous est tombée dessus depuis l'Arctique. Et là, d'un coup, en quelques heures à peine, un redout brutal. Mais qui n'arrive pas tout seul. Non, mais c'est ça le problème. Ce redout, c'est le carburant d'une dépression qui s'est creusée à une vitesse folle. C'est, et de loin, l'épisode le plus agité de l'hiver. Alors justement, quand on lit les sources, on voit des mots qui impressionnent un peu. Tempête explosive, bombe météo. Hmm. C'est pas juste du jargon pour faire joli, j'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire, une bombe météo? Non, non, ce n'est pas pour le spectacle, loin de là. Une bombe météo, ou bombe cyclonique pour le terme plus technique, c'est une dépression dont la pression au centre s'effondre. Littéralement. S'effondre. Oui, on a une chute de plus de 24 hectopascales en moins de 24 heures. C'est énorme. Et plus ça chute vite, plus la différence de pression est grande avec ce qu'il y a autour. Et donc, plus les vents sont violents. Voilà, c'est mécanique. C'est un peu comme si on créait un gigantesque aspirateur au-dessus de la Manche et que l'air s'y engouffrait à toute vitesse. C'est une excellente image. C'est tout à fait ce principe. Et à l'intérieur de cette bombe, il y a parfois un phénomène encore plus vicieux. Ah! Oui, les rapports techniques les plus pointus, ils le mentionnent pour Goretti. C'est le Sting Jet, ou Jet Sting. Le jet sting, on dirait un nom de code. C'en est presque un. Imaginez une sorte de courant G, mais très très concentré. D'accord? Sauf qu'au lieu de rester bien sagement en haute altitude, il plonge. Il plonge vers le sol à une vitesse phénoménale. Waouh! C'est un couloir de vent destructeur et très étroit. L'analogie qui revient souvent, c'est celle d'un coup de poing qui descend du ciel. Et ça, j'imagine que c'est le cauchemar des prévisionnistes. Totalement. Parce que si c'est très localisé, ça veut dire qu'on peut avoir des dégâts extrêmes sur, je sais pas, à quelques kilomètres de large et presque rien juste à côté. Exactement. C'est ce qui rend la prévision fine si complexe et le danger si imprévisible localement. On sait que ça va frapper fort, mais l'endroit précis du coup de poing, c'est très difficile à cerner. Ce qui est dingue, c'est aussi la rapidité du truc. Oui, tout le phénomène est très bref. Les chronologies des modèles sont formelles. Goretti a commencé à se creuser hier, le 8 janvier vers 18 heures, au sud de l'Irlande. Et c'est déjà presque fini. Elle se dissipera sur le Benelux en moins de 36 heures au total. C'est une furie, mais une furie brève. D'accord, donc on a ce phénomène rapide, violent, avec ses potentiels coups de poing dévastateurs. Parlons du pic d'intensité. J'ai vu dans les sources que le département de la Manche a été placé en vigilance rouge. Oui, On sait que ce niveau d'alerte est rarissime. Concrètement, ça veut dire quoi? À quel genre de chiffre un peu apocalyptique est-ce qu'on doit s'attendre pour justifier ça? là, on entre dans des valeurs qui sont vraiment exceptionnelles. C'est-à-dire Sur les côtes de la Manche et surtout sur la pointe du Cotentin, les modèles s'accordent sur des rafales entre 150 et 170 km/h. 170. Oui, et certains rapports évoquent même des pointes possibles à 200 km/h au large. Attendez, 170 km/h. Pour donner un ordre d'idée, les sources rappellent que c'est la vitesse d'une balle de service d'un joueur de tennis pro. C'est ça. Là, on n'est plus dans la simple branche qui casse. On parle d'une force brute qui peut s'attaquer à des structures. Absolument. Et le point le plus alarmant, celui que toutes les analyses soulignent, c'est que cette violence, elle ne se limite pas à la côte. Et c'est ça qui justifie l'alerte rouge. La tempête pénètre loin dans les terres. Très loin. Dans l'intérieur de la Manche, en Normandie, on attend des rafales de 130 à 150 km/h. Et ça, c'est le vrai danger. 150 km/h dans les terres, c'est plus une grosse tempête. C'est une violence qu'on associe normalement à un ouragan de catégorie 1. Tout à fait. On parle d'un niveau de risque complètement différent pour des infrastructures, des arbres, des toitures qui ne sont pas du tout prévues pour ça. C'est le point crucial. Et même les régions un peu plus loin ne sont pas épargnées. La Bretagne, les Hauts-de-France, on est quand même sur du 100 à 130 km/h. Et l'Île-de-France? Même l'Île-de-France, qui est bien plus à l'intérieur, pourrait avoir des rafales de 90 voire 100 km/h.
100 km/h, c'est le seuil officiel de la tempête. C'est ça. C'est déjà suffisant pour rendre la conduite très dangereuse et provoquer des chutes d'arbres. Alors imaginez 150. On a bien compris la violence du vent, mais les sources insistent. Goretti n'est pas une tempête sèche, c'est tout un système qui arrive avec son lot de neige, de pluie, d'orage. C'est bien ça? C'est un véritable cocktail, oui. Chaque région a droit à sa spécialité, si on peut dire. D'accord. Si on commence par le littoral, on a un risque majeur de vague submersion. 6 départements côtiers, comme le Calvados, les Côtes-d'Armor, sont en vigilance orange pour ça. Les reportages à la pointe du Raz, ils montrent déjà une mer qualifiée de démontée. C'est donc le double félin. Le vent qui pousse l'eau vers la côte et les vagues énormes qui passent par-dessus. C'est la double peine, exactement. Et la neige alors? Alors la neige, le redout a été bref. L'air froid résiste à l'est et on a d'importantes chutes de neige sur tous les massifs. Vosges, Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées. Partout en fait. Partout. La limite pluie-neige va redescendre très vite vers 400-600 mètres. On attend aussi un épisode marquant sur les Ardennes, 5 à 10 cm, et les reportages belges parlent même de 15 cm sur les Hauts-de-Fagne. Ou la vigilance orange neige-verglas pour la Savoie et les Alpes. Oui, Haute-Savoie, Savoie et Hautes-Alpes, où la circulation était déjà ce matin très compliquée sur la 43. Et pour compléter ce tableau un peu chaotique, le sud-ouest n'est pas en reste. Non, mais là, c'est plutôt pluie et orage. Une grande partie de la façade atlantique et du sud-ouest est sous des pluies vraiment intenses. Avec des orages en plus. Oui, près de l'océan, les modèles prévoient un risque d'orage qui pourrait être accompagné de grésil et évidemment de rafales de vent particulièrement violentes. Tout ça, malheureusement, ça a un coût humain, un coût matériel. Les sources commencent à compiler un bilan qui s'alourdit d'heure en heure. Oui, le bilan provisoire est déjà lourd. Il fait état d'au moins 6 décès en Europe liés à la tempête et au froid juste avant. Dont 5 en France. 5 en France, oui. Et quand on regarde les détails, ce ne sont pas des fatalités abstraites, hein. Ce sont des chutes d'arbres sur des voitures, des accidents sur des routes. Devenus impraticables. Et c'est ce que les articles soulignent. Ce n'est pas un hasard. Des vents aussi violents sur des sols complètement détrempés par les pluies. C'est la recette parfaite. Pour que les arbres se déracinent, le danger est démultiplié. Exactement. Et à ça, il faut ajouter les conséquences matérielles. Des milliers de foyers sans électricité, surtout dans le sud-ouest de l'Angleterre, à Jersey, mais ils étaient aux premières loges. Et une pagaille monstre dans les transports, j'imagine. Ah oui, une pagaille monstre. On parle de centaines de vols annulés à Paris-Orly, à Amsterdam Schiphol. Le trafic Eurostar, lui aussi, est fortement perturbé. C'est toute la logistique du nord-ouest de l'Europe qui est grippée. Bon. Après ce chaos, que se passe-t-il? À quoi on doit s'attendre une fois que le plus gros de Goretti sera passé? Les sources parlent d'un phénomène de yo-yo. J'aime bien l'expression. C'est le terme parfait. Alors, décortiquons la suite. Vendredi, la tempête s'évacue vers le Benelux. Le vent va faiblir, mais attention, Ce n'est pas le retour du grand beau temps? pas du tout. L'atmosphère va rester très instable, très agitée, beaucoup d'averses. Et puis pour le week-end, le yo-yo redescend. Brutalement. On retourne au congélateur. On y retourne et vite. Le week-end du 10 et 11 janvier, l'accalmie sur le vent s'accompagnait d'un net refroidissement. L'air froid qui avait été chassé revient en force par le nord. Donc, retour des gelées. Des gelées généralisées, sur quasiment tout le pays. Les prévisions pour dimanche matin sont particulièrement froides. On pourrait plonger jusqu'à moins 6 degrés C dans certaines plaines de l'Est. D'accord. Le temps sera un peu plus sec à l'ouest, avec enfin quelques éclaircies. Mais à l'est, on aura encore des chutes de neige, et parfois jusqu'en plaine. Ok, donc tempête violente, puis coup de froid polaire, et j'imagine que le yo-yo remonte pour la semaine suivante. Il remonte. Pour le début de semaine, du lundi 12 au jeudi 15, les modèles sont d'accord. On a le retour d'un flux d'ouest classique. Perturbé et humide. Voilà. Le redout va donc de nouveau s'installer, avec des températures qui reviendront au normal de saison, peut-être même un peu au-dessus. Et le revers de la médaille, c'est? La pluie. Beaucoup de pluie. Le temps sera très humide, agité, mais bon, sans aucune commune mesure avec la violence de Goretti. On passe du chaos à la grisaille humide. Et au-delà de cette semaine, est-ce que le brouillard se dissipe un peu dans les prévisions? Pas vraiment. Et c'est là que ça devient fascinant, du point de vue de la prévision. Les sources soulignent une divergence, mais spectaculaire, Entre quoi et quoi? entre les deux principaux modèles météo mondiaux, l'américain et l'européen. Après le 16 janvier, ils ne sont absolument pas d'accord. En gros, les deux superordinateurs qui prédisent la météo mondiale se contredisent complètement pour la suite. C'est exactement ça. Le modèle américain nous dit, en résumé, « Ressortez les doudounes, le froid revient ». D'accord.
Et l'européen? Montre bien qu'au-delà de 8 ou 9 jours, on entre dans le domaine de la pure spéculation. Même avec les outils les plus puissants du monde. Même avec ça. D'accord, donc si on résume le tableau, un coup de vent violent et bref dans la nuit, suivi d'un week-end glacial avec de fortes gelées, avant une semaine plus douce mais franchement humide. C'est un véritable roller coaster météorologique. C'est la synthèse parfaite. Et si on prend une seconde de recul, toutes les sources qu'on a consultées permettent de relier les points. Oui, ce n'est pas un événement isolé. Non, cette tempête Goretti, elle est la conséquence directe du choc entre le décrochage d'air polaire et le redoux qui a suivi. Et cette succession? Cette succession extrêmement rapide d'événements extrêmes, oui. Un froid sibérien, un redoux brutal, une tempête explosive, puis un nouveau refroidissement tout aussi rapide. Ça soulève une question de fond. Laquelle? Plutôt que de voir ça comme des accidents séparés, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle dynamique, un nouveau rythme pour nos hivers, où la transition quasi instantanée entre les extrêmes devient en quelque sorte la nouvelle norme?